Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va évoquer la naissance de l'enseignement de la médecine en Occident à la fin du Moyen-Âge. Nous précisons en Occident, car comme nous l'avons dit précédemment, l'enseignement et notamment au lit du malade, qui faisait partie intégrante de la médecine arabe, fut à l'origine des premières universités, comme celle d'Al-Qarawin à Fès ou d'Al-Azhar au Caire, même si de nombreux historiens considèrent ce concept d'université comme purement euro-chrétien, refusant ce titre aux médersa, où l'enseignement, il est vrai, était avant tout religieux. On ne peut par contre passer sous silence la place de Salerne, très influencée par cette médecine arabe, et notamment à la suite de la venue de Constantin l'Africain, et qui fut par contre véritablement à l'origine de la création des facultés de médecine, et notamment de Montpellier. Il faut également souligner l'importance des traductions des manuscrits arabes, que nous avons évoqués lors de la vidéo précédente, et qui firent découvrir, ou redécouvrir, le savoir antique, notamment grec, et dont la diffusion se fit grâce aux moines copistes, et qui servit de base à l'enseignement. À l'exemple du canon d'Avicenne, qui fut étudié dans les universités françaises jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Il ne faut pas non plus oublier le rôle des écoles nées à l'ombre des cathédrales, comme à Chartres, Orléans, Paris avec Abélard, ou Reims, entre 1100 et 1150. Si ces écoles cathédrales où étaient enseignés les arts libéraux dont nous avons parlé ne peuvent être considérées comme des centres d'enseignement de la médecine, elles servirent par contre véritablement de ferment à la création des universités. Parmi quelques remarques plus générales, il faut noter que le XIIe siècle fut celui d'une importante croissance démographique en Occident. La France, c'est-à-dire le Royaume de France, mais également les régions voisines, comptait 21 millions d'habitants au début du XIVe siècle, ce qui entraîna l'essor des villes, où se constituèrent des corporations, pas seulement celles des commerçants ou des artisans, mais aussi celles des maîtres et des élèves, responsables d'un phénoménal essor culturel et intellectuel dans de nombreux domaines, dont la médecine. Cet essor intellectuel et urbain fut le ressort de la création des universités, le mot latin universitas signifiant d'ailleurs corporation ou communauté. Ce terme ne désignera que plus tard un collège de docteurs habilité à décerner des diplômes aux étudiants. Cet essor fut marqué par l'apparition de la scolastique, qui pourrait être définie comme l'art d'enseigner en cherchant la science dans les livres des anciens, démarche louable au demeurant, mais dont on va vite atteindre les limites. L'autre remarque concerne la place du religieux dans tout ce qui touchait à la société, du roi au manant et donc a fortiori à l'éducation. Mais avant d'étudier la médecine, ou toute autre discipline, le jeune garçon, car seuls ces derniers pouvaient espérer pousser un peu les études, devait avoir acquis un certain bagage. L'enseignement supérieur nécessitait en effet de la part du futur étudiant une formation acquise auparavant dans une école de sa région. Outre la lecture, l'écriture et la grammaire, la maîtrise du latin était en effet indispensable aux études universitaires. Âgé d'au moins 14 ans, l'étudiant gagnait ensuite la ville la plus proche, ou celle où il savait pouvoir trouver un logement, pour y prêter serment et surtout y choisir un maître qui pouvait superviser ses études. Le jeune impétrant choisissait en général une ville proche, car durant la période qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge, sévissait la peste, la guerre de 100 ans, sans oublier le grand schisme d'Occident, autant de raisons qui rendaient hasardeux et dangereux de grands voyages. Cependant, quelques-uns, plus aventureux que les autres, s'exilaient attirés par la réputation de telle ou telle université, de tel ou tel maître. Car chaque ville avait un peu sa spécialité, et qui en général avait été le berceau de l'université. Vers Bologne se dirigeaient les futurs juristes, tandis que Paris attirait les théologiens, les philosophes, ceux que l'on nommait les artistes. Les médecins gagnaient Salerne et Montpellier. Salamanque était réputé pour l'enseignement de la musique, Orléans pour l'explication des auteurs, Reims était célèbre pour les lettres, etc. À tel point qu'en 1468, le gouvernement vénitien alla jusqu'à interdire à ces sujets la fréquentation d'universités étrangères, les contraignant à s'inscrire dans celle de Padoue. Même si certains étudiants se retrouvaient chez un membre de leur famille, ce qui explique d'ailleurs les dynasties de médecins ou d'avocats déjà à l'époque, les études avaient un coût et l'étudiant devait avoir une certaine aisance financière, raison pour laquelle il était en général issu
d'une famille de métiers, de la petite noblesse ou d'un ordre religieux qui pouvait accorder des privilèges, comme par exemple des bénéfices ecclésiastiques. Il venait rarement du monde paysan, à quelques exceptions près. Quand il n'avait pas de point de chute dans la ville, l'étudiant pouvait prendre possession chez un gradué, avec le double avantage d'avoir non seulement un loyer avantageux, mais également de pouvoir bénéficier d'une aide que pouvait lui apporter ce gradué. Malgré cela, la situation était parfois difficile. C'est pour cette raison que furent créés les collèges par des ordres religieux ou des personnalités, offrant aux étudiants gîtes et couverts. Le plus bel exemple qui nous est resté se trouve à Paris et fut fondé par Robert Sorbon, qui en fut le premier proviseur. On parle ici bien sûr de la Sorbonne, fondée en 1257, qui fut à l'origine du quartier latin dont nous reparlerons à propos de l'université de Paris. Après s'être logé, l'étudiant devait s'inscrire à l'université. Il devait choisir son maître minutieusement, car il resterait avec lui pendant toute la durée de ses études. Ce procédé s'apparente avec les procédés actuels en ce qui concerne les études de 2e et 3e cycle, lorsque vient le temps de choisir un directeur ou une directrice de thèse. Lorsque ce choix était fait, l'étudiant devait se présenter aux autorités universitaires pour être enregistré, après avoir prêté serment d'obéissance au statut et payé les droits requis. En plus de son inscription, de son logement, et déjà à l'époque les loyers parisiens étaient prohibitifs, et le roi dut même intervenir pour encadrer les loyers, mais également sa nourriture, l'étudiant devait alors débourser une somme considérable pour l'achat de parchemins et d'encre, de boîtes chauffe ou de chandelles. Ce n'est que sous Philippe de Valois que le papier devint réellement à la mode, mais il fut d'abord utilisé aux usages vulgaires, pour les minutes, les lettres missives, les cahiers de notes, les livres d'études, tandis que les ouvrages de bibliothèque et les actes officiels continuaient à être écrits sur des parchemins jusque dans le cours du XVe siècle. Au XIIe siècle, néanmoins, les livres devinrent plus communs grâce à l'industrie des parcheminiers. Il y avait bien des loueurs de livres qui tenaient un assortiment d'ouvrages à disposition qu'ils louaient pour en faire des copies, le prix de la location étant fixé pour chaque volume. Il variait non seulement d'après le nombre de feuilles, mais sans doute aussi d'après son utilité et sa rareté. On connaît tous l'histoire du prêt du manuscrit de Razès par la faculté au roi Louis XI pour une somme astronomique. La rareté des livres faisait que l'enseignement, quelle que fût la discipline, était surtout oral, et l'étudiant devait donc mémoriser sa matière. Sans oublier qu'en plus de ces dépenses, l'étudiant devait régler des frais d'admission pour adhérer à une nation, notion dont nous reparlerons à propos de Montpellier ou de Paris. Même si certains trouvaient un job d'étudiant, en général mal payé, tous n'étaient donc pas logés à la même enseigne, et la dèche des étudiants n'est donc pas une nouveauté. Beaucoup d'ailleurs abandonnaient leurs études en cours de route ou tombaient dans la délinquance, à l'exemple de François Villon, qui n'était pourtant pas le plus pauvre des étudiants, et dont les vers nous rappellent cette dèche. « Pauvreté nous suit tous à la trace », écrivit-il. La turbulence des étudiants, parfois qualifiés de piliers de cabaret, d'infâmes débauchés, n'est pas non plus nouvelle, d'autant que les occasions ne manquaient pas, déjà à l'époque, de faire la fête. Les différentes interdictions énoncées par les anciens statuts témoignent des désordres qu'à maintes reprises l'autorité fut obligée de réprimer. Ainsi, il était défendu aux étudiants de porter des armes d'aucune sorte, sans la permission préalable de l'évêque, et aux habitants de louer ou de prêter des armes aux étudiants en cas de risque. Avant de commencer des études supérieures, et notamment en médecine, l'étudiant suivait une formation que l'on pourrait qualifier de générale et qui durait environ 6 à 7 ans. Il s'initiait dans un premier temps à la grammaire et à la logique, puis, pour obtenir la licence de maître, il étudiait les disciplines du quadrivium, ainsi que les libris naturale, l'organon et la métaphysique d'Aristote, mais aussi plusieurs œuvres de maîtres contemporains. Le passage à la faculté des arts, qui faisait de lui un maître ès-art, se concluait généralement par la cérémonie de l'inceptio, au terme de laquelle l'élève obtenait son titre et recevait un bonnet. Selon les universités, le nouveau diplômé devait participer un certain temps à l'enseignement de la faculté avant de pouvoir poursuivre ses études. À la fin de ce premier cycle, l'universitaire, alors âgé d'un peu plus de 20 ans, pouvait poursuivre ses études dans l'une des 3 facultés supérieures, théologie, la plus longue, 12 à 16 ans, le droit,
matière qui offrait de plus en plus au fil du temps d'ailleurs le plus de débouchés, surtout le droit civil, mais aussi le droit canonique, études qui duraient 7 à 10 ans, mais que l'on ne pouvait pas suivre à Paris, ou enfin la médecine, qui durait de 4 à 6 ans. L'étude de la médecine concernait une population beaucoup plus limitée et privilégiée, car souvent les études étaient les plus chères, même s'il y avait quelques étudiants pauvres, à l'instar de Guy de Chauliac, issu du monde paysan, mais qui fit une très belle carrière, dont nous reparlerons. Dans la pratique, le temps d'études en médecine semble avoir été assez variable. Nous parlons de 4 à 6 ans. Cette durée va augmenter avec le temps, et je vous rappelle qu'elles sont aujourd'hui de 9 à 12 ans. Sans doute que les recherches liées aux épidémies qui frappèrent l'Occident au milieu du XIVe siècle, en l'occurrence la peste noire, apportèrent des éléments nouveaux et une grande quantité de matière médicale à apprendre. Cette peste noire eut néanmoins une conséquence heureuse pour les étudiants en médecine, puisqu'à partir du milieu du XIVe siècle, les diplômés furent extrêmement recherchés, chaque autorité municipale voulant protéger au mieux sa population en rémunérant un docteur, et même parfois un simple licencié, qui s'installerait dans sa ville. Même s'il comportait quelques spécificités, le programme en médecine suivait le même schéma que les études des arts, que l'étudiant avait déjà suivi jusque-là, ou celles des autres disciplines, le droit, comme on le voit sur ce bas-relief, ou la théologie, et basé sur la scolastique que nous avons évoquée. Cet enseignement reposait en effet sur l'étude des livres, dont le maître faisait la lecture, sur lesquels les élèves posaient des questions, qui débouchaient sur une sorte de tournoi de clercs, jusqu'à la solution donnée par le maître. Comme son nom l'indique, la lectio était une lecture orale d'un texte par l'enseignant. Celle-ci pouvait se décliner sous deux formes, la lecture ordinaire, qui abordait le sens profond d'un texte, et la lecture cursive, moins solennelle et plus rapide, qui se déroulait d'ailleurs volontiers à l'extérieur et en dehors des heures de cours. La disputatio, à la base du concept de communauté scientifique au Moyen-Âge, était l'activité pédagogique la plus dynamique. Partant habituellement d'un texte considéré comme faisant autorité sur un sujet, Hippocrate et Galien en médecine pour ne pas les nommer, mais aussi l'Articella ou le canon d'Avicenne, le maître mettait en scène une question sur laquelle les respondantes devaient donner des arguments pour ou contre l'idée de départ. Un second groupe, dit opponente, se chargeait d'attaquer ces réponses et de fournir des arguments opposés. Comme dans tout amphi, il y avait aussi ceux qui bavardaient et ceux qui dormaient. Les questions étaient par exemple un aphorisme d'Hippocrate, comme, pour ceux qui dormaient, le sommeil et la veille excessive sont l'un et l'autre de mauvais augure. Cette dispute, joute d'orateurs, comme cela se déroule encore dans les facultés de droit, favorisait l'originalité des idées. Elle se terminait par la déterminatio du maître, qui donnait une réponse définitive, réfutant les arguments, s'opposant à sa position, à la base du principe d'autorité qui a longtemps prévalu. Le développement de cet enseignement se fit dans un cadre plus ou moins strict selon les lieux et les époques, et fut rapidement, en médecine d'ailleurs plus que dans les autres disciplines, à l'origine d'un conflit entre les laïcs qui voulaient sortir du carcan conventuel et religieux qui voulaient continuer à guider les mouvements de pensée pour garder l'unité chrétienne et donc le pouvoir. L'Église voulait à tout prix en effet éviter les dangers spirituels anciens de conception néoplatonicienne ou plus récents, et là on rappelle l'influence d'Averroès, autant de sources d'éclatement. Comme nous l'avons dit, plusieurs particularités et spécificités distinguaient néanmoins les études de médecine des autres savoirs supérieurs. Puisque leur connaissance était à la fois technique et livresque, les médecins universitaires ne devaient pas négliger l'éducation pratique, et notamment en botanique ou en pharmacie par exemple, et assister régulièrement à des démonstrations d'anatomie sur le corps humain. Ceci explique peut-être le coût plus élevé des études médicales. Trois types d'universités se développèrent dans le Moyen-Âge occidental, mais sous ce même vocable se trouvaient des institutions bien différentes de ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Il y avait d'abord les universités formalisant un enseignement qui existait déjà, à l'exemple du droit à Bologne, de la théologie à Paris, de la médecine à Montpellier. Les dates de naissance et les tutelles sont parfois difficiles à préciser, ainsi que le point de départ et le cadre d'origine. Plutôt l'Église en Angleterre, avec Oxford, et en France, comme à Montpellier ou Paris, des institutions d'État en Espagne et à Naples, ou enfin des municipalités, en Italie par exemple, avec Bologne.
Si ces universités étaient indépendantes, notamment financièrement, avec leur propre patrimoine, elles restaient toujours plus ou moins contrôlées par l'Église, et notamment sur les doctrines professées. Les dominicains, soucieux d'orthodoxie dogmatique, veillaient. Par contre, elles jouissaient d'une totale autonomie vis-à-vis du pouvoir politique. Jusqu'au XVIIIe siècle, toutes les tentatives d'ingérence du politique sur le fonctionnement de l'Université de Paris se soldèrent par un échec. Et, comme le montre cette gravure, les étudiants relevaient de l'autorité de l'évêque, et donc du pape, et non de celle du prévôt du roi. Second mode de naissance, les universités nées de la migration de professeurs. À l'exemple de Padoue, où se réfugièrent des grévistes de Bologne, ou Cambridge, à partir d'Oxford. Ces universités étaient avant tout des corporations d'étudiants, avec franchise et privilèges. Enfin, certaines universités furent créées de toutes pièces par les autorités ecclésiastiques ou politiques, le plus souvent avec des arrière-pensées, comme ce fut le cas de Salamanque par Alphonse IX de Léon, pour que ses sujets ne soient pas obligés d'aller à l'université de Palencia, à qui Alphonse VIII de Castille avait donné ce titre en 1208, ou Naples par Frédéric II, pour concurrencer l'université de Bologne, soutenue par le pape, ou enfin Toulouse, pour combattre l'hérésie albigeoise. Quoi qu'il arrive, il fallait que l'université soit reconnue par le pape pour que le caractère universel de son diplôme le soit. Au sein de ces universités, les écoles de médecine se construisirent selon deux modes d'organisation à partir de 1250, autour d'un centre de soins déjà existant, de statut variable en fonction des villes ou des pays, ou par spécialisation de l'université. Mais deux caractéristiques étaient communes à ces différentes écoles, le statut supérieur de la médecine sur la chirurgie et la suprématie de la théologie et de la philosophie sur les sciences naturelles. Ceci explique cette séparation de la chirurgie et de la médecine. Le Ecclesia Abhorret a Sanguine, décrété à Tours en 1163, c'est-à-dire l'Église a horreur du sang, interdisant aux clercs la pratique de la chirurgie, allait en effet rejeter la chirurgie de la faculté. Celle-ci, coupée des langues savantes et méprisée par les médecins, va se retrouver aux mains des barbiers, tant dans sa pratique que dans son enseignement, nous en reparlerons. Cette soumission au pouvoir ecclésiastique eut une influence considérable sur le contenu de la médecine enseignée, au même titre que pour d'autres sciences dénommées physica. Ceci explique le retard pris dans ce domaine. Il faut noter que les facultés de médecine ne détenaient pas le monopole sur l'art de guérir. En effet, jusqu'à la fin du XVe siècle, les médecins formés dans une université et donc diplômés comptaient pour moins de la moitié des praticiens en Europe. Mais les médecins diplômés bénéficiaient en général d'une fortune et d'un statut social plus élevé que leurs homologues non universitaires. Les universités les plus importantes du Moyen-Âge, et que nous allons voir en détail dans la vidéo suivante, furent Bologne, la première en Europe, Montpellier, la première en France, Paris et enfin Padoue, la plus prestigieuse. D'autres universités et une quinzaine de collèges se créèrent dans d'autres villes de France, mais c'est bien Montpellier et Paris qui allaient dominer et s'opposer durant plusieurs siècles. Ce sera le propos de la prochaine vidéo d'Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.